bonjour amis de gaze et bonjour amis cinéphiles, re-bienvenue encore une fois, oui, dans mon salon ainsi que dans mon vaisseau pour ce nouvel opus de Dans une galaxie près de chez vous. Et cette fois-ci, on parle du deuxième film, effectivement, vous suivez bien. Et oui, on arrive bel et bien à la croisée des chemins entre le travail fait et le travail à venir, parce que, bon, malheureusement, depuis la sortie du deuxième film de Dans une galaxie près de chez vous, rien n'a vraiment été pondu sur la diégèse de Dans une galaxie près de chez vous par nos deux créateurs. Il y a bel et bien eu une petite rumeur d'une bande dessinée, mais jusqu'à maintenant, silence total. Bon, oui et non. Il y a 2-3 fois où est-ce que le capitaine et Flavien sont apparus en costume, effectivement, sur la place publique, mais c'est tout. Et pour celles et ceux qui n'auraient jamais pris le temps de visionner une demi-vidéo, résumé, analyse, critique de films présents sur la chaîne, eh bien, je vous y encourage, car malgré le peu de vidéos comme ceux-ci présents sur la chaîne, c'est bel et bien ces vidéos qui sont le plus représentatifs de la qualité des propos que j'ai voulu avoir sur cette chaîne. Je vous avertis donc que ce format est complètement différent des APCDC, ainsi que des épisodes traitant de la série Dans une galaxie près de chez vous. Et oui, comme le premier film, il va y avoir 2 vidéos. Ceci étant dit, gens de la communauté du salon, c'est bel et bien reparti pour un nouvel épisode sur Dans une galaxie près de chez vous, le deuxième film. Et profitez-en, parce que la prochaine vidéo qui va traiter seulement de Dans une galaxie près de chez vous, elle va aller après le troisième film. On va attendre un petit bout! Dans mon salon, 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 dans mon allez hop, pour ce deuxième opus de Dans une galaxie près de chez vous sur grand écran, nous avons droit à un nouvel ami, oui, faisant partie maintenant de la diégèse de cette série et de ses films. J'ai nommé Monsieur Philippe Gagnon, qui est effectivement le réalisateur du film. Philippe Gagnon est un réalisateur de téléfilms pour la télévision et le cinéma. Travaillant aussi bien en français qu'en anglais, on le connaît entre autres au Québec pour Nos étés 1er juillet, Yamaska, ainsi que le film à succès Dans une galaxie près de chez vous 2. En 2019, il signe la réalisation de la 5e saison de Jérémie Bourvrac et chose non négligeable, il a réalisé 24 longs métrages en anglais. En plus de son travail de réalisateur, il signe le montage de plusieurs projets, dont La face cachée de la Lune de Robert Lepage et 1 minute 54 de Yann Englund. Ses dernières réalisations ont été Campus ainsi que Terror Train 1 et 2. Bref, Doc 2 était en très bonne main côté réalisation. Absolument. Le film commence avec l'ouverture classique de Dans une galaxie près de chez vous, mais mise à jour. Une ambiance onirique voire mystique nous est donnée via la musique qui, personnellement, me fait beaucoup penser à la trame sonore de 2001, l'Odyssée de l'espace. Nous sommes en 2040. La situation sur la Terre est plus que catastrophique. Musique qui personnellement me donne un peu d'espoir ainsi qu'un brin de nostalgie. Cette séquence nous permet donc de nous indiquer de façon typographique le casting, mais aussi de nous situer dans le temps grâce à la voix du narrateur toujours recampé par M. James Hanman, qui nous apprend donc que nous sommes en 2040. Nous zoomons alors sur une galaxie pour y découvrir une pancarte ayant une importance capitale dans la suite de l'aventure. Nous parvenons donc au Romano Fafard, version 3.0, avec quelques changements, dont la typographie du Romano Fafard qui a changé, la carlingue plus détaillée et un astéroïde de fortune servant de base à un poteau de corde à linge. On suppose donc que la sécheuse du Romano Fafard est une Spitfire Corporation. Nous retrouvons le capitaine face caméra. D'un air sérieux, on comprend rapidement qu'il ne s'adresse pas à nous, mais bel et bien à une vraie caméra, racontant avec misère une partie de l'aventure que nous allons vivre. Mais avant, recentrons les personnages et concentrons-nous un peu sur l'ambiance dans le Romano Fafard. C'est de votre faute, vous m'énervez. En méprisant les autres, c'est vous-même que vous méprisez. Alors, ces cheveux-là, ils seraient parfaits si vous étiez une brosse à dents. Vous déposez vos fesses là-dessus, je vous recule les dates 4 pouces. Saleté de Haïti! On a besoin de rester zen! Bon, voilà, ça ne va pas bien du tout.
du tout. Rendez-vous avec une sonde très importante pour l'équipage car elle a visité énormément de planètes et donc elle a probablement une bonne nouvelle pour tout le monde. Cependant, la joie du capitaine est interrompue par un petit somme involontaire. Oui, pauvre capitaine. Capitaine! Vous dormiez? Bien. Tu dormais? Et ça, les doggies le savent, c'est pas bon signe. Sieste donc interrompue immédiatement par Serge qui est, à partir de maintenant, le gardien de ce secret terriblement humain du capitaine, sa narcolepsie. Et c'est en pleine analyse passionnée des potentielles planètes que la sonde numéro 5 a des problèmes d'ordre sauvage. Et pourtant, il y avait des pancartes. Elle peut pas dire « je savais pas ». Des pancartes. Alors, inévitablement, la sonde tombe sur une planète et irrévocablement, c'est leur dernière sonde, donc ça devient leur priorité. Et avec tout ceci, eh bien, on perçoit quand même un petit roll-bas général. Hey, écoutez bien, Charlie. Depuis le début de la mission, on a baptisé 735 000 planètes. Plus les galaxies, plus les constellations. Je sais plus quoi inventer, moi. C'est sûr que si vous aviez déjà trouvé la planète qui faisait l'affaire, on n'aurait pas ce problème-là aujourd'hui. Ouh, je sens beaucoup de tension dans l'air. Mais n'ayant d'autre choix, ils descendent sur la planète. Shampoing revitalisant pour les cheveux gras, combat les pellicules. Crème hydratante pour le visage soulage la peau sèche. Ben oui, c'est ça que je voulais dire. Pour retrouver la sonde. Nous nous retrouvons donc dans les bois à chercher avec eux et à endurer Brad aux prises avec sa nouvelle meilleure amie. Oui. Elle a l'air d'être bien agrippée à votre peau, hein? Et bien évidemment, en panique, ils doivent le calmer et la tâche n'est pas confiée à Valence. Serge, vous, celui qui rouille, là. Psychopop, la. Et c'est sans surprise qu'on apprend que la sonde est introuvable. Et que c'est probablement des E.T. qui l'ont pogné. Hein? Et parlant de E.T., c'est justement eux qui prennent en otage nos amis terriens, les associant à leurs ennemis jurés, les Irasiens. Nous nous transportons à dos de flèche pour le palais du gouverneur, où nous découvrons un politicien étrange. Diable! Qui est visiblement passionné et omnubilé par une technologie qui est totalement hors de portée de la civilisation qui nous est présentée. Était-ce vraiment la meilleure idée que de construire un vaisseau spatial en érable? Suite à un échange de flèches incluant Patrick Groux, nos amis sont reconduits au palais pour rencontrer le gouverneur. Rencontre qui ne se passe pas du tout comme prévu. Non. Outre le fait que le gouverneur interrompt le capitaine aux 20 secondes pour admirer la technologie terrienne, ils doivent, via un rap, expliquer leur mission. Après avoir Sonia shampooé tout le monde, Sonia Shampoo. une attaque survient contre le gouverneur de la planète, le blessant assez pour que Petrolia décide de le soigner sur le vaisseau. Et c'est suite à un petit interrogatoire que le président crache enfin où est la sonde. Votre sonde est sur la planète des Irasiens. Et c'est en direction de cette planète que nous allons vivre quelques petites péripéties entre les personnages. Rien de bien important, là. Outre le fait que le capitaine a de graves problèmes de sommeil et qu'il confie à Serge de ne jamais le laisser s'endormir, que Brad commence à aimer sa sangsue et que Flavien a visiblement des pouvoirs méga surhumains, que Valence est au courant pour le problème de dodo du capitaine, que Bob a peut-être une chance avec une E.T. Donc oui, il s'en est passé des choses, mais c'est loin d'être fini. Oh non. Car au moment où la nuit tombe, Flavien surprend le gouverneur à essayer de bombarder les Irasiens avec le canon du Romano Fafard. S'ensuivra un tir de missile raté et une bataille qui me fait vachement penser à un film. Et dans l'échauffourée, Serge y perdra sa tête. Oui, C'est après avoir compris que le gouverneur les avait manipulés et que la sonde était complètement perdue, que le dégoût causé par le comportement du gouverneur ainsi que celui de Brad, va simplement pousser le capitaine à les envoyer au cachot. Voilà. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, le missile, lui, a décidé de revenir vers le Romano Fafard. Le missile que le gouverneur a lancé, c'est un Génération X. Quoi? Mais le missile, pourquoi il s'appelle Génération X? Il finit toujours par revenir vivre chez ses parents. N'ayant pas d'autre choix que de le détruire avec un autre missile, ils sont projetés en tourbillon par le souffle dans le vide intersidéral où ils franchiront un portail dimensionnel, les menant directement dans les limbes.
endroit où la vérité sur le destin de l'humanité qui se résume à 6 mois d'existence leur sera révélée. Cet événement est touchant non seulement pour Serge, oui, mais aussi pour notre Bob préféré qui apprendra malheureusement la mort de ses parents. Tout ça, en plus de découvrir que Flavien est complètement immortel au tir des pow-pow qui tuent. T'es correct? T'as reçu une charge destructrice? T'es immortel! Et suite à cette rencontre effrayante et effarante, disons-le, eh bien le capitaine, lui, il va décider d'attaquer les Irasiens, de les exterminer, de les sacrer dehors, de pogner la planète pour sauver l'humanité. Il pète une coche. Il a un plein de cul. Décision à laquelle Flavien ne peut se rallier. Prenant donc son courage à deux mains, il annonce qu'il préfère largement retourner rechercher la fameuse sonde perdue sur la planète Peau Sèche. Petite granule difficile à avaler, effectivement, pour le capitaine, certes, mais qui n'aura pas d'incidence sur son plan d'invasion. Et ce, malgré le fait que Bob ait suivi Flavien. Attaque, donc, qui commencera et finira assez rapidement, vu la technologie d'armement que l'humain a en comparaison à celle des Irasiens. Et là, contre toutes les attentes, c'est un petit morceau de papier qui va venir tout changer. Car le morvia sur le papier que Bob traîne depuis le début, qui lui a été donné par la belle petite E.T., a une importance, mais cette importance va nous être révélée après la révélation du film. C'est un des plus beaux punch, retournements, twists comiques que j'ai pu voir. Et c'est celui-ci. La planète contient effectivement un gaz qui fait dire la vérité aux humains. Toi, ça te tenterait pas de te faire refaire le nez? Vous nous faites tellement chier avec vos petites crisettes puis vos stupides noms de planètes. Stupide vous-même, espèce de tête de poêle! Par là de ramasser, mon gros porc. Or donc, On a chassé les Irasiens pour s'emparer d'une planète sur laquelle on peut même pas habiter. cependant, Flavien et Bob, avec une chance inouïe et un chevreuil de l'espace vide, retrouvent la sonde, qui leur permet enfin de souffler un peu et de fêter un peu, mais seulement un peu. Car les festivités seront de courte durée, car les données recueillies par la sonde ne sont pas trop top. Après avoir visité plus de 265 000 planètes, la sonde conclut qu'il n'y en a aucune qui peut accueillir les terriens. Aucune. On comprend donc que pour l'équipage, ça sent pas le bonheur, ni le succès et encore moins l'espoir. Pourtant, c'est un objet trouvé par le capitaine sur la planète irasienne qui va tout changer. Objet qui n'aurait pas dû être là, car il provient de la Terre. Ayant fait venir le gouverneur sur la planète irasienne afin qu'il leur explique tout ceci, le capitaine se rendort encore une fois debout. pauvre Sonia. Il n'en fallut pas plus pour Brad et le gouverneur pour s'enfuir à la recherche du fameux trésor. C'est donc à l'intérieur d'un temple que le capitaine et les membres de l'équipage vont enfin connaître les réponses à leurs questions. Il s'avère donc que le gouverneur a été visité par des témoins de Jéhovah qui lui ont raconté qu'une déchirure spatio-temporelle s'était formée au-dessus de la planète des Irasiens. Déchirure qui, avec le temps, a commencé à laisser tomber des objets étranges pour eux. Peuple curieux, les Irasiens ont donc commencé à étudier notre technologie, mais les habitants des autres planètes en ont eu vent. Comprenant que la convoitise de leurs voisins était réelle, les Irasiens ont décidé de refermer le trou. Et avec quoi l'ont-ils fermé? Ils ont refermé à crack avec un zip. Enfin bref, Brad inspecte les objets et en conclut que la Terre que l'on voit est celle de 2008. Si on prend en considération l'année de fabrication, la durée de vie moyenne des objets, on peut conclure qu'ils ont dû être jetés autour de 2006-2008. Et avec toutes ces informations, le capitaine a bel et bien compris ce qu'il devait faire. Enregistrer une vidéo et la faire parvenir à la Terre du passé. Et c'est pas par quatre chemins qu'il va passer pour aller par le passé. Le capitaine doit ouvrir cette braguette pour y plonger vers son futur, la Terre de 2008. En parcourant 2008, le capitaine espère pouvoir parler aux décideurs, politiques, gouvernements, afin de leur faire changer les choses. Noble intention, mais qui s'avérera peut-être trop noble pour une entité supérieure, un Deus ex machina, qui, contre tous les efforts de l'équipage, réussira à refermer le passage, laissant passer certes les enregistrements du capitaine, mais pas le capitaine lui-même. Et là, je me souviens personnellement que les doggies qui étaient dans les salles de cinéma, on était sur le cul. On était sur le cul. Car de cette action prend fin la mission.
étant donné qu'il ne reste pas suffisamment de temps pour aller sauver quelques humains restant sur Terre, étant donné que plus aucune planète déserte ne peut les accueillir, l'équipage se voit donc forcé d'abandonner la mission et d'abandonner la race humaine. Démobilisant ses troupes, le capitaine leur donne l'autorisation d'aller s'installer sur la planète des crémeux pour y couler des jours crémeux. Et au moment où on se dit que c'est bel et bien la fin et que c'est terminado, eh bien il y a un petit relent d'espoir, oui, de ce pomme, de ce prune ou de ce fruit en général, qui survient. Avec une boucle temporelle qui, selon les répercussions possibles, pourrait bien faire changer les choses. Mais tout ceci dépend de deux personnes, Bob et Flavien. Dans une galaxie près de chez vous deux est, à mon avis, beaucoup plus classique sur le côté scénario que le premier opus. On perd un objet, on le cherche, quelqu'un nous dit « Oui, on le sait, il est où? » Finalement, il est dans le camp ennemi. « Ah, oups, pas vrai, on vous a menti, vous avez tout fait ça pour rien. » Et puis boum, twist final, Deus Ex Machina. Voilà. Ce qui n'empêche absolument pas les éléments perturbateurs du scénario d'être sur la grosse coche. Donc oui, le scénario est plus classique dans ce film, et cela a été la principale critique du film à l'époque. Cependant, pour les Doggies, ce qui est satisfaisant, c'est son côté développement des personnages et tout ce que cela entraîne, car nous sommes ici dans une suite, et répondre à un scénario semblable au premier opus, c'est pas vraiment le but. Non, le but ici, c'est pas ça. Le but, c'est de modifier la trame narrative principale. Le but, c'est d'engendrer des réflexions autour des personnages et d'éventuellement brasser les cartes. C'est ça le but. Petrolia est de plus en plus sûre d'elle. Elle se fait confiance dans ses décisions professionnelles et s'affirme en tant que médecin. Cependant, elle est en plein de questionnements fondamentaux sur sa relation amoureuse avec Flavien et son futur possible avec lui. Flavien est déchiré, voire même morcelé. Par le fait de se sentir de moins en moins concerné par la mission, mais étant aussi confronté au fait que sa seule famille, ce sont les membres de l'équipage, doublé de ses propres questionnements avec son couple. Bob a enfin compris que Petrolia et lui, c'est pas mal mort. Mais il est toujours à la recherche de l'amour et c'est compréhensible. Amour qu'il trouvera à la fin de cette épopée, mais il apprendra aussi qu'il est désormais orphelin d'amour parental. Serge est toujours fidèle au poste, hein, et ce malgré le fait qu'il se fait détruire, démolir, exploiter, exploser un bon nombre de fois, eh bien il est toujours là. Il est non seulement de plus en plus à l'écoute, mais aussi de plus en plus loyal envers ces pauvres humains qu'il tente indéniablement d'aider du mieux qu'il peut. Il découvrira même ses propres origines mécaniques. Brad est toujours vil, mesquin et profondément méchant. Ceci n'a pas changé. Mais visiblement, il ne joue plus trop avec la vie de l'équipage, comme il l'a déjà fait dans le premier film. S'enrichir est toujours une priorité, être un gros connard est toujours une priorité, mais l'arrivée de sa nouvelle amie va l'apaiser. Il avait possiblement une trop grande pression sanguine. Hein? Valence, quant à elle, est vraiment en plein doute professionnel, malheureusement. Dû au manque de considération du capitaine, ainsi que des membres de l'équipage dû au capitaine. OK tout le monde, un petit cri primal! Ce qui entraîne chez elle un manque de patience et de bon sens, car celle qui pourtant reste le plus terre à terre semble vraiment en avoir plein le dos de la mission. Hein? Et le capitaine, lui, ben ça va pas bien. Hein? Il voit petit à petit venir la fin de sa mission et pas comme il le souhaitait. Celui d'échouer la mission et de ne pas réussir à sauver l'humanité. Il devra passer par-dessus cette épreuve ultime pour son orgueil et sa fierté afin de trouver le bonheur dans ce qui lui reste d'amour et dans ce qui lui reste de ses proches, les membres de l'équipage, sa Valence, le possible futur qu'ils ont ensemble. Vous pensez avoir le sentiment d'échec quand vous manquez une recette? Imaginez manquer la plus grande mission de l'humanité. C'est ça que les Doggies voulaient, une évolution des personnages qui vient appuyer un scénario plus lourd, plus intense, plus final que le premier opus. Oui, le scénario est beaucoup plus basé que le premier opus, ça effectivement, mais le talent d'écriture se ressent quand même. Et j'en veux pour preuve, plusieurs éléments dans le film peuvent paraître des amorces, et seulement des amorces de fusil de Tchekhov. Mais non, hein, c'est pas juste des amorces, il y a bel et bien des répercussions, des détails très importants reliés à ces amorces, donc ça en fait
des fusils de Chekhov. Le fusil de Chekhov ou la loi de conservation des détails est un procédé scénaristique et dramaturgique relié à M. Anton Chekhov qui, en fait, au bas mot, le résumé de ça, c'est s'il y a un détail mémorable dans un récit, eh bien ce détail-là doit avoir des répercussions plus tard dans le récit. Sinon, il n'y a pas d'affaire là. J'en veux pour exemple l'éternuement de Bob qui mènera à la feuille donnée par la secrétaire du gouverneur qui aura une incidence sur l'acte narratif final. Nous avons aussi les arcs à flèches puissants des crémeux qui serviront de lien entre les deux planètes pour transmettre un message très important à la fin. Le fait que le gouverneur veut avoir accès à une technologie supérieure, et ce depuis le début, et en fait c'est la cause du grand secret des Irasiens. Le fait que Bob et la crémeuse soient ensemble à la fin renvoie au premier vrai échange de regards entre les deux. Bref, plusieurs amorces et genre 90% d'entre elles ont des retombées finales dans le scénario. Et ça, j'adore ça. Dans une galaxie près de chez vous 2 est rempli de moments tendres et très communicatifs envers son public qui révèle beaucoup de petits détails sentimentaux sur ses personnages. Soyons clairs, ils se sont embarqués dans une mission quasi-suicide, et ils le savaient. Hein? On peut bien dire des conneries, mais logiquement, à part Petrolia et Serge, ils ont dû tous passer des tests psychologiques avant d'embarquer dans cette aventure. Ce sont des toughs de toughs, à la base. Sauf Brad. Bref, ces moments tendres et communicatifs sont parsemés ici et là à petite échelle tout le long du film, jusqu'au point de bascule pour le capitaine. Le capitaine qui sent venir petit à petit la fin de sa mission et pas de la façon dont il l'aurait souhaité. L'échec tant redouté depuis le début de la mission frappe à la porte et l'espoir que le futur soit meilleur en passant par le passé est loin d'apaiser le regret et l'immense amertume qu'il en résulte. Le film est chargé d'émotions et chargé de doutes. C'est du doute à fond. Dans une galaxie près de chez vous 2 a aussi pris un petit peu son air déjanté et un petit peu frivole, un petit peu farfelu, hein, quand il est question de peut-être faire des petites paraboles étranges entre deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que lors du matin du bombardement, par exemple, leur petit matin gaufré bien arrosé au sirop d'érable est d'une légèreté jouée à l'écran alors qu'ils sont en train de préparer une guerre. Hein, juste ça. Eh bien, cette idée va presque rejoindre quelques classiques cinématographiques de guerre tels que la fameuse phrase I love the smell of napalm in the morning. Justifier l'injustifiable en le faisant passer pour une routine matinale et familiale. Du génie. C'est assez lourd de sens, à mon avis. Je ne suis pas sûr qu'on doit en rajouter. Il y a aussi une mise en abîme très intéressante dans le film. Je vous rappelle que la première scène du film, c'est le capitaine qui se fait filmer et que les membres de l'équipage jouent les rôles des techniciens de plateau, alors que ceux-ci sont aussi filmés par une équipe de tournage de l'autre côté. Une des critiques que je pourrais apporter est une critique qui s'annule d'elle-même. Dans bien des films, lorsque le scénario demande un peu trop d'explications, on utilise des scènes d'exposition. Seulement voilà, hein, très souvent, ces scènes d'exposition sont accompagnées d'une lutte à finir entre le protagoniste et l'antagoniste de l'histoire. Bref, un combat. Tout comme dans une galaxie près de chez vous 2. Cependant, ici, en fait, ils ont décidé de jouer la game solide, en transformant cette scène en vrai combat de lutte, mettant en retrait les autres personnages lors du combat, assis, confortables, à regarder passivement leur capitaine combattre, tout en attendant peut-être le relais pour agir. Très grosse critique des films américains, hein, où parfois gentils et méchants se battent et se contrebattent alors que les autres regardent. Et ceci, à mon avis, démontre que l'humour de Dans une galaxie près de chez vous est très large et peut être compris par plusieurs générations à la fois. Des références pour tout le monde, il y en a à la pelletée. Tout le monde va y trouver son compte. Je pourrais aussi vous parler des critiques québécois qui, visiblement, étaient fâchés que la SF peut soulever les passions au Québec, ont largement varlopé le deuxième opus de Dans une galaxie près de chez vous. Étrangement, souvent même, les dites critiques étaient l'inverse des critiques données au premier opus. Comme quoi, quand t'es de mauvaise foi, tu le restes, hein? Affirmant que Dans une galaxie près de chez vous ne donne rien de nouveau, que du réchauffé, et parfois même donnant en comparaison certains films de série B comme Barbarella pour se moquer, alors que justement, Dans une galaxie près de chez vous est un dérivé des films SF des années 70 et 80. Tout comme la série. Monsieur le critique, comment démontrer que tu ne connais pas le sujet de ta critique? Comme ceci, monsieur critique. Car oui, le film s'est fait critiquer sur certains choix, mais de mon point de vue, hein, les choix qui ont été critiqués, eh bien, ont vraiment une incidence sur le scénario. Donc, voilà.
Par exemple, le rap est une partie à la fois détestée et aimée par les Doggies. Cependant, je vous ferai remarquer que pendant l'éloge habituel que le Canada reçoit lors de ce discours connu transformé en rap, tout le long de celui-ci, nous pouvons apercevoir des fleurs de lys, symbole du Québec, en fond car les grillages de l'église en sont parsemés à leur cime. Choix brillant, lourd de sens, caché indirectement, j'adore. Il est à noter que les faux méchants du film, eh bien, se nomment les Irasiens. Ah, c'est à noter. Ce nom ressemble beaucoup à Irakiens, autre peuple dont le territoire a été envahi par un oppresseur qui a fait croire à tout le monde qu'il possédait des armes de destruction massive. Ah, tiens donc, une impression déjà vue. Et oui, Dans une galaxie près de chez vous est sorti en 2008. Cette guerre a commencé en 2003, un an avant la sortie du premier film. Cela faisait donc déjà 5 ans que la deuxième guerre d'Irak était commencée, et elle a commencé sur des bases tissées de mensonges pour manipuler tout le monde. Et étrangement, malgré le fait que ça soit une flèche tirée en plein dans le mille, certaines critiques ont préféré bâcher sur les messages écologiques et alarmants peu subtils présents dans le film, et surtout dans le discours du capitaine. Non mais what the fuck, c'est quoi cette critique-là, sérieux? Les premiers mots du générique, c'est ça. Les premiers mots du générique, c'est ça. Mais c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux, critique? C'est quoi tu veux? Tu veux qu'on se batte? C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Bref, les gens se contrechient de la nature et ça me casse les couilles. Ça me les pète solide. Les décors et accessoires découlent encore plus de la dystopie et du recyclo-steampunk que dans la série et que dans le premier film. Malgré l'apparence plus robuste et moins cartilagineux du vaisseau, on sent qu'il a été patché, créé, construit avec des restes, des détritus, une sensation de construction rapide et urgente. J'en veux pour preuve. Oh, ça, c'est du carbone de magnésium désoxydé tissé de fibres de cap de poil de roue. Bon, oui, je sais, recyclage, mais il y a quand même des limites, là. Alors maintenant, parlons de budget, étant donné que c'est souligné dans le film. Alors, d'après vous, est-ce que Dog 2 a eu un plus gros budget que Dog 1 vu le succès du premier? La réponse est oui. Oui, ils ont réussi à obtenir 1 million de plus pour réaliser le film. Et où ce million a été, selon moi? CGI. Personne ne peut contester la qualité du vaisseau, la qualité des animations des planètes et même des animations d'action numérique ont pris un méchant coup d'upgrade entre le premier opus et le deuxième opus. Ce qui plonge inexorablement le spectateur un peu plus concrètement dans la diégèse et l'univers du film. Tout le long, on peut constater des réductions de coûts et du recyclage dans les décors, les costumes, les gadgets, qui ont pu leur permettre, sans doute, de mettre la gomme sur les effets spéciaux, sauf ce plan-là. Ça, disons-le, c'est laid. C'est laid. Ça fait la job, là, mais c'est laid. Mais c'est pas comparable à ça. Ah non, c'est pas comparable. Donc, ce plan-là, je l'explique pas trop. Bref, niveau budget, ben oui, 1 million de plus, totalisant 3,5 millions. Mais quand je vois que Cruising Bar 2 a eu 5,2 millions, que Babine, j'ai rien contre Babine, une chance qu'ils ont eu 6,3, que Borderline et Un été sans point ni coup sûr a eu 4 millions, je me dis que peut-être une légère meilleure répartition des budgets aurait aidé la cause SF au Québec et aurait été encore une fois la bienvenue. Ceci étant dit, je crois que tout le monde peut être d'accord sur le fait que toute l'équipe du film, au grand complet, ont fait un travail extraordinaire pour arriver à ce résultat-là, avec un budget. Chapeau à toute l'équipe. Chapeau. Sublime, oui. Touchant, absolument. Dans une galaxie près de chez vous 2 n'est pas seulement une suite improbable. C'est aussi un avertissement sérieux et très sombre sur l'avenir de l'humanité. Et malheureusement, outre tout le bonheur, les rires et la passion que Dans une galaxie près de chez vous peut me donner, le problème est que la réalité décrite dans cette œuvre dystopique québécoise de 2008, et qui nous semblait encore très loin en 2008, est en train de nous rattraper solidement depuis 3 ans. Rawdon n'aura pas son centre spatial. Nous n'aurons pas de Romano Fafard, et nous n'aurons pas notre capitaine pour tenter de nous sauver. Nous sommes livrés à nous-mêmes, et ceux qui ont le pouvoir de changer les choses continuent inexorablement à se complaindre dans leur léthargie intellectuelle et logistique pour mieux pourfendre l'humanité en deux, entre les autres et ceux qui mourront les poches riches mais le cœur en friche.
Et je tiens à vous rappeler que 2008, on a vu 4 gouvernements au sein de notre province et que, ça n'a pas trop changé. Dog 2 n'est pas seulement un film SF avec un scénario convenu. C'est pas seulement un film canadien-français. C'est pas seulement un ovni artistique du pays. C'est la représentation de l'angoisse et de l'inquiétude de plusieurs générations sur l'avenir de l'humanité et les projets de vie de l'humanité. Dog 2 est très éloquent sur notre dernière chance à prendre et visiblement ceux qui avaient le pouvoir dans ce temps-là n'ont pas pris cette chance et ont décidé de faire quasiment le scénario de Dog 2 une réalité en 2023. On lâche pas la gang. Dog 2 est le dernier voyage de l'équipage original. C'est le dernier élan d'une mission suicide. C'est la dernière droite avant le mur du destin. Voir cet échec et voir vivre ces 7 personnes adorées, leur cauchemar tant redouté depuis le début de la mission, est excessivement difficile pour tous les Doggies, car cet échec ressenti via un écran sera aussi le nôtre, et ce, dans peu de temps, probablement. Et ça, en 2008, on le ressentait fortement. Dog 2 n'est pas joyeux et n'a pas une belle fin. Non. Ce n'est pas une source réconfortante, mais plutôt une sorte de manifeste pour un changement rapide, intense, important et logique. Et ça, eh bien, les Doggies, nous sommes préparés pendant toute notre enfance et notre adolescence. Au contraire de certains spectateurs qui peuvent être surpris à apprendre cette fin peu réjouissante. On le savait que la mission n'allait pas bien terminer. Et on le savait qu'on n'allait pas avoir une deuxième chance. C'est un peu le but de l'émission. Cependant, le film termine en nous laissant une trace d'espoir. Et cet espoir repose sur des enfants. Et c'est justement ce point-là qui est terrible. Car nous, adultes contemporains, nous avons mis tout le poids du monde sur les enfants qui naissent de nos jours et qui ne connaîtront certainement pas les mêmes joies que nous, les mêmes droits que nous, les mêmes jeux, les mêmes instants de bonheur que nous avons vécus. Nous nous disons donc que les nouvelles générations vont régler ça. Ils vont vivre avec, ils vont s'adapter. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Ce qui prouve, et vous en conviendrez, tout l'amour que nous avons envers eux. Non. Et c'est pourquoi j'ose espérer que dans une galaxie près de chez vous trois réussisse lui aussi à réunir joie, bonheur et rire avec tristesse, malheur et message environnemental. Et si Dog 2 n'a pas laissé suffisamment de traces indélébiles, j'ose espérer que Dog 3 va utiliser un Sharpie XXXXXX large pour dessiner des pénis dans la face de nos élus gouvernementaux afin qu'ils comprennent que depuis des décennies, ils ne calissent à rien. Et il va sans dire que Dog 3 pourrait être encore plus sombre et encore plus démoralisant, et on le mériterait. Amplement. Ok oui, gens de la communauté du salon et amis Doggies, c'est bel et bien terminé pour ce nouvel opus de Dans mon salon et sur l'analyse effectivement de Dans une galaxie près de chez vous, le deuxième film. Épisode que j'ai adoré écrire, adoré monter, adoré tourner, adoré all the way en fait, et j'espère qu'il vous a plu. Vous aussi! Et si tel est le cas, eh bien oui mes amis, vous pouvez l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air et oui aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste pour ne rien rater. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok ainsi que mon tout petit Patreon si vous le désirez. Et je vous rappelle qu'il y a une deuxième vidéo sur le deuxième opus de Dans une galaxie près de chez vous. Elle devrait sortir la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, mes amis, prenez soin de vous, profitez du beau temps, profitez du début de l'hiver, et on se revoit très bientôt, oui, dans mon salon. C'est aussi un avertissement sérieux et très sombre sur l'avenir de l'humanité. De Flavien... est, à mon avis, n'empêche absolument pas les événements perturbateurs.
Ce qui n'empêche absolument pas les événements perturbateurs. Ce qui n'empêche, avant nous sont transmis à petite échelle, plusieurs peut-être même